Amis culturels, bonjour. Invité de Cultura, Madame Arlette Soudan-Nono, 24e ministre du Tourisme et des Loisirs en République du Congo. Et avec Madame Arlette Soudan-Nono, nous allons parler des nouvelles stratégies du tourisme au Congo. Et on sait que depuis qu'elle est là, il y a beaucoup d'actions, beaucoup de mouvements qui se font. Et avec elle, nous partagerons, n'est-ce pas, cette démarche qu'elle a mise en marche pour nous dire ce que c'est le tourisme et si réellement le tourisme existe au Congo. Bonjour Madame Soudon. Bonjour. Merci de répondre donc à cette invitation de Cultura. Et je disais déjà que je vous présentais comme la 24e ministre du Tourisme et des Loisirs au Congo. Alors, une année après donc, cette nomination, il faut dire que cela fait déjà une année depuis que ce gouvernement de la Nouvelle République a été mis en marche. Un an après, Madame Arlette Soudan-Nono, comment vous vous comportez? Comment vous vous sentez? Écoutez, Monsieur Ngoma, que vous dire? Déjà, vous remercier de me donner l'occasion un peu de parler un peu du secteur qui est le mien, départemental. Pour vous dire que 12 mois, c'est beaucoup et c'est peu en même temps. Ça vous forge, ça vous durcit, ça vous a imposé de lourdes charges, de lourdes responsabilités. Parce que n'oubliez pas que nous sommes nommés à des moments très difficiles sur le plan de l'économie, qui n'est pas que sur le plan difficilement économiquement au Congo, mais sur le plan mondial par rapport aux chutes du prix du coût du baril du pétrole. Et le Congo donc, est obligé d'aller dans le cadre d'une diversification. Nous arrivons là également dans le cadre d'une nouvelle république, où toutes les réformes institutionnelles attendues, celles que ont été adoptées par la majorité des Congolais par voie de souveraineté à l'occasion de l'adoption de la nouvelle loi fondamentale qu'on appelle Constitution. Et donc, vous arrivez à cette période-là avec le chef de l'État que nous connaissons, cet homme d'État qui a traversé toute génération, qui n'est plus à présenter aux Congolais, et qui reste ce monument qui, lorsqu'il présente et qu'il préside plutôt les conseils de ministres, vous apporte cette solennité, ce lieu de décision qu'il vous rappelle. Et les charges qui sont les vôtres au premier contact avec lui, il vous rappelle ce qu'il attend de vous, quelle est sa feuille de route. À ce moment-là, vous dites, il y a un sacré challenge, j'ai beaucoup de chance, parce que sur 4,5 millions d'habitants, vous faites partie des 38 et des 8 femmes, parce que depuis peu, j'ai eu à faire quelques petits calculs. Vous savez, avant les indépendances, nous n'étions que 11 femmes. Depuis 1960 à 2016, 11 femmes membres du gouvernement congolais, faisant partie d'un gouvernement congolais, post-période coloniale. Et aujourd'hui, avec la volonté, je disais, du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, de vouloir avoir un gouvernement, d'avoir mis en place un gouvernement de 8 femmes, aujourd'hui, à la tête duquel il y a, de son exécutif, le Premier ministre Clément Mwamba, nous avons aujourd'hui 19 femmes depuis les indépendances à ce jour. Donc, vous voyez que tout ça, il faut continuer à être exemplaire. Il faut, on vous attend également sur le plan du bilan. Donc vous avez cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Donc un an, oui, il y a beaucoup d'eau qui ont coulé sous les ponts. Il y a encore énormément de choses à faire, mais on est en train de poser les jalons. Et je pense que par rapport à votre propos introductif, que je vous remercie d'avoir formulé ces petits propos de sympathie, mais vous pouvez me croire, la tâche est lourde, mais on a toujours l'esprit du terrain, de combativité, parce qu'au centre, il y a le peuple congolais qui a donné mandat au chef de l'État de lui donner un bilan dans le cadre de ce quinquennat, et nous ne sommes que l'extension de son pouvoir discrétionnaire qu'il a voulu nous confier, et donc il nous faut donner à notre tour ce bilan pour que les Congolais se retrouvent dans l'homme qu'ils ont élu au travers du projet de société qui a été décliné en programme de gouvernement et en feuille de route à notre niveau que nous sommes en train de mettre en application aujourd'hui. Merci Madame la Ministre. Comment se comporte ou comment se porte le secteur
touristique. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler d'une politique touristique au Congo? Et quelles sont vos stratégies? Écoutez, moi j'ai eu beaucoup de chance. Je tombe à point nommé au niveau de ce département, si on peut le dire comme ça. Parce que j'arrive au mois de mai et fin avril, mon prédécesseur avait fait aboutir avec les différents prédécesseurs qui étaient là ce que le chef de l'État avait initié avec le partenaire de l'Organisation mondiale du tourisme et le PNUD au Congo. Cet apport technique a fait aboutir ce qu'on appelle la stratégie nationale du tourisme congolais. Comment cela a été fait? On a d'abord eu à poser les diagnostics. On a fait venir des différents experts, près de 12 experts de la partie congolaise, tout autant le même nombre sur l'extérieur, qui ont travaillé pendant près d'une année à mettre en place le plan directeur aujourd'hui. Mais avant cela, ils ont d'abord mis en place, fait l'expertise, le diagnostic, l'état des lieux. Qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Quelles sont les solutions que nous pouvons apporter? Une fois que cet état de lieu a été fait, ils sont allés maintenant à la stratégie elle-même. Et de la stratégie, ils ont abouti à ce qu'on appelle le plan directeur. Le plan directeur décliné en 6 grands axes et en 25 piliers qui aujourd'hui nous permettent, à mon niveau, d'aller vers une implémentation. Mais qu'est-ce que j'ai fait depuis que je suis à la tête du ministère? Vous avez ces 3 gros pavés. Magnifique travail professionnel de haute qualité. Oui, mais maintenant il faut aller à l'implémentation, à ce qu'on appelle tout simplement, il faut dire les choses, à la mise en œuvre. Mais allez à la mise en œuvre. Mais vous arrivez à la tête d'un département, il vous faut d'abord, au début, identifier les cadres qui vont vous accompagner. À ce moment-là, j'ai dû d'abord faire un audit des ressources humaines internes qui me révèle que 40% des postes sont non pourvus au sein de mon département ministériel. Vous avez, dans les 12 départements, entre 20 à 30% de postes non pourvus. Au niveau de la portion... Par manque de compétences Non, écoutez bien, au niveau des postes non pourvus, il n'y a pas de personnes affectées. Les postes ne sont pas occupés. Donc vous avez des départements qui marchent à cloche-pied. Vous avez dans certains départements un seul cadre, 2 cadres, 3 cadres. On ne peut pas faire fonctionner. Vous savez, le département, c'est des différents districts. Il y a le chef-lieu. Et donc, vous avez la direction départementale du tourisme et de l'hôtellerie. Vous avez la direction départementale des loisirs. Et je vais mettre en place la direction départementale de l'Office de la promotion de l'industrie touristique. Mais à ce moment-là, il vous manque toutes ces personnes qui doivent animer ces postes à pourvoir, qui sont non pourvus, qui sont créés dans l'organigramme. Donc, il y a eu des départs en retraite, il y a eu des personnes qui ne sont pas allées en poste, et ça, c'est dans le pourcentage de 20 à 30% des postes non pourvus que je venais de vous justifier. Mais le reste, ce sont des départs en retraite. Vous avez tout plein de hauts cadres qui sont partis à la retraite, effectifs pour certains, d'autres demeurent dans la maison, mais là encore, c'était tout à fait autre chose. On abordera peut-être la question. Et donc, il a fallu comprendre tout à l'été, identifier les minces et les infimes ressources auxquelles il fallait donner un renforcement des capacités, les envoyer pour les plus jeunes en formation. Pour pérenniser une œuvre, il faut une entreprise, il faut des ressources humaines. Et nous arrivons là avec l'ambition d'apporter 10% du PIB national. Et en plus, dans le cadre de la diversification de l'économie, nous sommes aujourd'hui l'un des départements piliers des 5 secteurs retenus dans le cadre de cette diversification. Mais cela repose en dehors des documents, du diagnostic, de la stratégie, du plan directeur. Mais pour la mise en œuvre effective, il vous faut des cadres, des hommes, des ressources humaines, et que nous n'avons pas, mais vraiment qui se raréfient. Et ajouter à cela les grandes difficultés des cadres ou des agents du ministère à la compréhension de l'administration, à l'animation même de l'administration, qui rend difficile
la transmission de différents documents, la rédaction des rapports internes, la tenue des réunions. Donc c'est toute une administration qu'il faut pratiquement reconstruire. Et parallèlement, il faut donner des actions. Et donc pour gagner du temps, vous reconstruisez à l'interne et parallèlement, vous créez pour rendre visible en très peu de temps, parce que le Congolais ne sait pas ce qui se passe dans nos administrations, sont des usagers certes, oui, mais ce n'est pas eux qui les administrent. Et nous ne communiquons pas suffisamment sur la façon dont nous gérons les administrations. Et aujourd'hui, nous sommes en difficulté parce que les différentes interruptions des mécanismes démocratiques ont fait que l'administration a été mise en berne, les cadres sont partis, et les compétences ne se sont pas renouvelées, le renforcement de capacité n'a pas suivi. Donc aujourd'hui, il faut tout reconstruire. Donc il faut faire face à tout, sur tous les fronts. Et donc nous avons, dans ce laps de temps, rapidement mis en place des bureaux d'information touristique, mais il faut savoir que chaque fois que vous créez, il faut former pour nommer, pour que ces personnes aillent animer, occuper ces fonctions, ces postes. Et lorsque donc, vous créez donc, les bureaux d'information touristique, que vous avez 2 bureaux au niveau de l'aéroport international de Maya-Maya, un bureau de l'office à l'étage, un bureau de l'office aux arrivées, les autres départs. Mais ce sont près de 17 jeunes qu'il fallait former sur le tas, des jeunes qui ont des notions de tourisme comme ça global, mais auxquels il faut apporter la spécificité des tâches attendues dans le profil poste, celui de conseiller en tourisme. C'est pas peu, il y a la proximité, il y a le contact avec les touristes qui viennent, les visiteurs qui viennent. Donc eux, c'est une vue de l'esprit. Et là maintenant, ça doit être du concret pour eux. Ils doivent être bilingues, ils doivent maîtriser leur outil, ils doivent maîtriser un peu d'historicité sur le Congo, la maîtrise du patrimoine, ils doivent maîtriser quelques logiciels dans le cadre de la gestion touristique des agences. Et donc, vous comprenez, donc nous avons dû travailler dans la foulée très rapidement, aller à un séminaire avec le PADé, le projet PADé, qui nous a financé le séminaire, rapidement pour former ces jeunes à ces métiers, parce que là, on a créé des emplois jeunes également très rapidement. Et ensuite, il faut les coacher au quotidien. Il a fallu les former aux caisses enregistreuses pour délivrer des tickets dans la vente des différents guides touristiques et autres. Heureusement que ce sont des jeunes formidables qui s'affirment au quotidien, qui en demandent, mais qu'il faut coacher, qui restent fragiles. Et il faut trouver des compétences pour les former. Elles ne sont pas légion ici. N'oubliez pas que nous ne sommes pas un pays culturellement porté sur le tourisme. Donc les cadres du tourisme comme tels sont habitués à faire des termes de référence, des TDR. Oui, mais dans la pratique... Sur le terrain, donc... on n'en trouve pas beaucoup. Vous avez très peu de guides touristiques. Ce sont des gens qui se sont formés à la dure sur le tas. Il n'y a pas encore, donc il faut aller vers cette labellisation, cette certification des métiers. Donc tout ça est prévu dans le cadre de la stratégie nationale du tourisme, oui, mais entre-temps, il faut rapidement aller vers quelques mises en œuvre, quelques réalisations. Donc le bureau d'information touristique, nous l'avons inauguré en tout début de mandat, 3 mois après mon installation, dans le cadre de ce portefeuille ministériel, avec le Premier ministre Clément Mwamba, chef de notre exécutif, avec un parterre de mes collègues qui étaient là, et puis plein de partenaires au développement également, qui nous ont accompagnés là. Mais une fois que vous avez fait ça, il faut continuer à créer. Et le second outil, pour la visibilité d'une destination, c'est sur l'Internet. Si vous n'êtes pas visible, les gens en dehors de chez vous, en dehors des bureaux d'information touristique où il faut s'y rendre physiquement, ils font comment pour se renseigner, ils font comment pour avoir quelques cartes postales sur votre pays? À ce moment-là, il a fallu mettre en place très rapidement également avec une équipe de jeunes, webmasters, programmeurs et autres, designers, infographistes et autres, une cellule très compétente de jeunes Congolais qui m'ont monté la stratégie digitale qui nous permet d'avoir dans les réseaux sociaux la page de l'Office du tourisme, qui nous permet d'avoir la page du ministère du tourisme. Et ensuite, nous avons également les sites Internet du ministère et les sites de l'Office. Et là, quand vous entrez dans les 12 départements, ils ont réussi quand même avec des partenaires à avoir de la rédaction, à avoir quelques lieux touristiques que nous avons recensés. Nous poursuivons ce travail d'identification, d'alimentation de ces sites, mais là au moins il y a quelque chose de visible. Et dans la foulée, nous avons inauguré le marché de Noël pour rendre la destination Brazzaville un peu plus attractive,
Parce qu'en matière de tourisme, c'est l'attractivité. Il faut que les gens ont quelque chose à se mettre sous la dent. Mais entre-temps, nous n'avons pas des budgets. Nous avons maintenant le document de la stratégie. Nous avons maintenant le plan directeur. Je sors là d'un grand séminaire d'appropriation des cadres des 12 départements, tous mes directeurs départementaux et collaborateurs immédiats, et des collaborateurs des différentes directions centrales et directions attachées au cabinet, qui se sont retrouvés à l'hôtel La Concorde de Kintelé, où pendant 3 jours, nous avons planché sur l'appropriation des 3 textes. Parce qu'il faut qu'ils sachent d'où nous allons, d'où nous partons, pour ensuite savoir vers où nous allons. En tout cas, Destination Congo, Madame, vous avez beaucoup d'énergie et je salue votre énergie, n'est-ce pas, pour nous dire tant de choses dont vous avez la maîtrise et beaucoup de maîtrise, et je dirais, je salue cela. Mais en passant, vous avez mentionné beaucoup de choses, Madame la ministre. Vous avez parlé, n'est-ce pas, d'un grand problème que vous avez en termes de ressources humaines. Il y a un grand vide, vous l'avez mentionné. Vous avez mentionné également le problème de formation que vous avez avec vos cadres, sinon vos collaborateurs, vous l'avez mentionné. Et là également, le problème de transfert des expériences, n'est-ce pas, pour ceux qui sont restés longtemps, puisque là, vous parlez d'un vrai manque. Alors, aujourd'hui, la formation, quelle place elle occupe? C'est vrai que vous parlez beaucoup d'ateliers et tout, mais quelle est la place de la formation déjà dans votre secteur touristique pour rendre, n'est-ce pas, plus visible et plus vivant ce secteur? Je vous ai pris le cas des conseillers en tourisme. Il faut savoir que les agences, les offices du tourisme, par les grandes capitales de destinations touristiques à l'image de la France, du Maroc, destination africaine inscrite avec sa jolie plaque de numéro 1 en termes de destination la plus visitée par les touristes en Afrique, c'est la prolifération ou l'implantation dans tous les départements des offices du tourisme qui sont le produit de promotion et de valorisation de la destination et où les partenaires, agences de voyage, tour opérateurs viennent vendre des circuits ou par le biais du logiciel Amadeus, on fait des réservations en ligne sur les sites de l'office où on peut appeler les conseillers en tourisme qui peuvent vous renseigner à distance ou physiquement. Mais autant la France a près de 3000 agences ou offices du tourisme, mais nous devons, si nous avons 12 départements, et à l'exemple d'un département, s'il y a 6 districts dans les départements, mais nous devons multiplier le nombre de départements et le nombre de districts d'implantation des offices du tourisme. Parce que chaque département, c'est un tourisme qui est différent. Ça veut dire quoi? Nous allons poursuivre les formations de ces jeunes conseillers en tourisme. Nous travaillons déjà avec des partenaires marocains. Nous espérons aller signer le mémorandum qui nous permettra d'approfondir la coopération bilatérale avec eux, parce que là, on est un peu en difficulté tant que nous ne signons pas ce mémorandum. Et pour le signer, il faut que le roi du Maroc et notre chef de l'État soient présents. C'est la conditionnalité des Marocaines, parce que c'est le roi du Maroc qui est le parrain, sinon l'ambassadeur du tourisme marocain. Et tout mémorandum avec un partenaire étranger est signé toujours en sa présence. Et donc, l'accord de principe a été nous a été accordé par le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, parrain de notre ministère. Et nous attendons simplement l'opportunité, peut-être en juillet, lorsque le président ira au Maroc, ou à l'occasion des assises, s'il veut bien inviter son homologue ici. Nous pourrons donc signer pour accélérer le partenariat, parce que les Marocains veulent former des Congolais. Ils ont le professionnalisme pour eux, mais nous voulons également qu'il y ait des instituts de formation qui viennent s'établir parce qu'il y a beaucoup d'écoles dont nous n'avons pas toujours le contrôle des programmes au Congo. Ce sont des pionniers, ils font ce qu'ils peuvent, mais il nous faut des véritables instituts de formation au métier du tourisme et des loisirs. Là également, cela est programmé dans la stratégie, mais il nous faut ces cahiers de charges, ces projets. Et pour arriver à tout cela, nous sommes en train d'envoyer en formation un certain nombre de cadres parce que nous voulons ouvrir la direction de l'ingénierie touristique sans laquelle nous ne pouvons aujourd'hui prétendre monter les projets ni les cahiers de charges. Parce que lorsque nous parlons des bailleurs de fonds, ils vous demandent quels sont vos projets.
Et il faut bien avoir une structure qui monte ces études-là, qui monte ces cahiers de charges-là. Vous voyez? Donc, il nous faut les former, parce que c'est tout un métier, l'ingénierie touristique. Voilà, donc il nous faut former. Je suis en train d'identifier ces cadres-là. J'ai trouvé des partenaires qui ont accepté de les prendre 3 mois en immersion chez eux, dans le cadre de leur agence d'ingénierie touristique, ce qu'on appelle des agences d'investissement touristique. Mais le terme le plus habilité actuellement, c'est l'ingénierie touristique. Donc il nous faut aller vers cela. Et là également, j'ai identifié quelques cadres, on est en train de peaufiner tout ça, et il faut les envoyer en formation. Et donc nous avons envoyé des cadres, des jeunes aussi, en formation en Chine. L'ambassadeur de Chine nous a fait part de quelques bourses de son pays, et donc cela a été effectif. Nous avons du personnel en formation qui va entrer sous peu. Nous avons dans le cadre des statistiques, département essentiel, parce que lorsqu'un investisseur veut venir, un bailleur de fonds, il vous demande quelles sont vos statistiques. On n'investit pas comme ça. On le vend même pour monter un business plan et autres, il a besoin des statistiques. Ça fait partie des indicateurs qui poussent le partenaire à venir investir. Donc là également, j'ai dû envoyer quelques de mes collaborateurs renforcer. Donc là, on parle de renforcement de capacité, très exactement. Ils ont été en Algérie, il y avait des formations là-bas. Ils ont été en Tunisie, dans le cadre des statistiques. Et là, je suis en train d'aller mi-mai à un grand séminaire d'appropriation de la démarche et de la nouvelle façon de collecter ces données pour sortir le nouvel annuaire des statistiques. Et donc, c'est plein de pans de départements comme ça, où il faut former. J'ai retenu quelques personnes allant à la retraite, parce que vu que ils n'ont pas passé le témoin, ils n'ont pas formé. Et les laisser partir comme ça, certains départements n'auraient pas pu vraiment s'en sortir parce que les jeunes qui sont là sont volontaires mais inexpérimentés. Donc j'ai dû écrire à mon collègue de la fonction publique, lui demandant justement, comme le prévoit dans les textes de loi, de rallonger pour 1 à 2 ans quelques personnes allant en retraite pour me permettre justement de coacher, d'encadrer les plus jeunes à demeure. Donc voilà à peu près ce qu'on essaie de faire. Madame la ministre, il faut dire que vous appuyez beaucoup sur le Maroc. Et j'ai dû vous suivre dans quelques mouvements à Marrakech, n'est-ce pas, dans certains de vos contacts. Est-ce que vous avez des raisons particulières pour vous appuyer sur le Maroc pour ce qui est des formations ou de la mise en place de certaines stratégies dans votre secteur? Écoutez, n'oubliez pas que notre chef de l'État est un ami personnel de Sa Majesté le roi du Maroc. Père d'abord et fils aujourd'hui. Et n'oubliez pas que le roi du Maroc, Sa Majesté, Mohamed VI, est celui qui, en Afrique, moi j'aime bien dire l'Afrique blanche, prône énormément la relation sud-sud. Et aujourd'hui, le chef de l'État nous a encouragés à avoir un partenariat étroit avec le Royaume du Maroc. Et n'oubliez pas que c'est également, je l'ai dit tout à l'heure, la première destination touristique d'Afrique. Tout plein d'expériences. Aujourd'hui, le Maroc, c'est 20 millions de visiteurs. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, le Maroc vit au travers de la diversification de l'économie qui se repose essentiellement sur 2 piliers, l'agriculture et le tourisme. Le tourisme, aujourd'hui, c'est pratiquement 37% d'apport du PIB, le tourisme dans le portefeuille de la diversification au Maroc. Et donc, ils ont quand même quelques trains d'avance sur nous. Et aujourd'hui, ils nous tendent généreusement cette main tendue. Et je ne boude pas mon plaisir d'avoir ces partenaires auxquels je fais un clin d'œil parce que nous venons de leur proposer que nous avons signé en marge de la COP22 à Marrakech, justement, vous en parlez, nous avons signé la Charte africaine du développement durable. Et nous avons proposé que l'une des étapes de la vulgarisation de la Charte africaine du développement durable, cette caravane marque son arrêt ici en 2018. À Brazzaville, nous voulons accueillir cette caravane qui passera dans différentes capitales et nous avons proposé à nos partenaires du Maroc justement de pouvoir abriter l'une des étapes ici, donc en novembre certainement 2018.
Et c'est pour ça que nous sommes heureux d'avoir un partenaire qui est généreux, qui nous met à disposition tout outil, au-delà du fait que nous n'ayons pas de mémorandum pour l'instant. Ils nous mettent à l'aise, ils nous envoient des documents, ils sont prêts à nous envoyer quelques cadres, ils sont prêts à en recevoir quelques-uns. Et donc, vous pouvez comprendre que nous avons beaucoup de relations avec beaucoup de pays, mais des relations de cette nature assez étroite et généreuse, partant sur des bons sentiments, des échanges bilatéraux et des échanges un peu, je veux dire, affectifs, hein, n'a pas de prix. Voilà. Alors, j'aimerais mentionner une chose, Madame la Ministre, c'est que vous arrivez au gouvernement à une période où on parle de deux choses qui m'intéressent. D'abord, la rupture. La rupture qui nous met dans un contexte, n'est-ce pas, conjoncturel, qui est tel qu'il y a l'argent ne circule pas, on dit. Mais on sait que vous êtes dans beaucoup d'actions et j'aimerais savoir comment vous faites, n'est-ce pas,